11h05, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la REP. Donc voilà, sont concernés les metteurs sur le marché de produits et matériaux de construction bois, du bâtiment. Pardon, pas que du bois, du bâtiment. Donc on verra ça en détail avec Marine Gibert de Valobat. Donc il y a quatre organismes qui sont agréés pour pouvoir collecter cette éco-contribution. Donc on a Écomaison, Écominéraux, Valdelia et Valobat. Euh, on a choisi de faire intervenir aujourd'hui Valobat parce que c'est l'éco-organisme avec lequel on a le plus souvent échangé. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres éco-organismes que vous êtes libre également de consulter de votre côté. Sachant que Éco-Minéraux est plus axé sur tout ce qui va être minéral, donc pas forcément concerné par la filière bois, et Éco-Maison est un peu plus axé sur le mobilier. Voilà, je vais juste vous rappeler les petites règles de bienséance pour ce webinaire. Donc, comme d'habitude, gardez bien vos micros coupés quand vous ne prenez pas la parole. Si vous pouvez également éteindre les caméras quand vous ne prenez pas la parole également. Et pour les questions, donc vous pouvez lever la petite main comme d'habitude ou poser vos questions directement sur le chat qu'on surveille de notre côté avec Lee et moi-même. Voilà, je vais laisser la main à Marine pour démarrer. Bonjour à tous et tous. Merci beaucoup à Fibois Hauts-de-France pour votre invitation à présenter la REP bâtiment. Marine Gibert, je suis responsable de secteur bois au sein de la direction des relations adhérents de Valobat. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder plusieurs sujets. Déjà, de refaire un point sur le contexte réglementaire, notamment par rapport à qu'est-ce que la REP bâtiment, qui est concerné par cette nouvelle réglementation. Vous représentez Valobat pour dire comment on accompagne justement les metteurs sur le marché dans leur mise en conformité. Et puis, s'il y a des entreprises de travaux qui sont parmi nous, vous présentez aussi les modalités de reprise des déchets qui se mettent en place cette année. On reviendra après, c'est pas grave. Ouais. Allons-y. Effectivement, un petit point d'abord par rapport au contexte réglementaire. De quoi on parle quand on parle de la REP PMCB? Déjà, on a des acronymes. Donc, REP, c'est pour la responsabilité élargie du producteur. PMCB, c'est les produits et matériaux de construction du bâtiment. Et donc, concrètement, cette nouvelle réglementation, cette nouvelle filière élargie du producteur, elle a été mise en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en 2020. Alors, certainement que vous connaissez ce système de filière REP quand, en tant que particulier ou même professionnel, vous êtes amené à acheter du mobilier ou de l'électroménager. Vous voyez dont 10 centimes d'éco-contribution qui est appliquée sur votre produit. Et donc, concrètement, lorsqu'il y a une filière sur laquelle il y a des problématiques de gestion des déchets, les pouvoirs publics vont mettre en place donc, ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur et considèrent que le fabricant, que le producteur d'un produit de cette filière va devoir contribuer au financement de la fin de vie de ce produit. Et donc, les différents producteurs vont se regrouper ensemble pour créer ce qu'on appelle un éco-organisme. Donc, un éco-organisme, c'est une entreprise à but non lucratif d'intérêt général qui a pour vocation de prendre en charge la responsabilité des producteurs de contribuer à la fin de vie des produits pour ensuite mettre en place un système de gestion des déchets qui soit collectif à la filière. Et donc, quand on se parle de la filière bâtiment, on parle de 46 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année sur la filière, 15 millions de tonnes plus spécifiquement sur les produits de seconde œuvre, notamment sur lesquels on va retrouver beaucoup de produits bois. Et donc, Valobat, on est agréé pour gérer à la fois les produits qui sont dits inertes minéraux et aussi tous les autres produits, et notamment le bois qui fait partie de la catégorie 2. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, souvent on se pose la question de justement, est-ce que moi je suis concernée
par cette nouvelle filière REP vont être concernés tous les acteurs qui vont commercialiser des produits qui font partie des familles de produits et matériaux que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, notamment pour le bois, vous allez retrouver voilà, tout ce qui est bois de charpente et panneaux. Vous allez retrouver le bardage dans les produits qui sont relatifs à la façade, couverture et l'étanchéité. Tout ce qui va être revêtement de sol, justement, dans la famille revêtement de sol, mur et plafond. Et donc, si j'avance un petit peu plus sur les produits qui sont concernés par la filière REP bâtiment parmi les produits bois, en fait, cette liste, elle est déterminée dans ce qu'on appelle l'avis aux producteurs qui émane des pouvoirs publics et dans lesquels on va retrouver justement tous les produits qui sont concernés par la mise en place de la filière. Et donc, ce qui est indiqué, c'est que ce sont notamment tous les éléments qui vont constituer la charpente, que ce soit la charpente traditionnelle ou de la fermette qui sont assujettis, donc plutôt au niveau voilà, du bois de fermette, du bois de charpente, etc. Et de la même manière, ce sont les éléments de mur et de façade à ossature bois qui sont les produits assujettis par la REP bâtiment. Donc, ça va être les fournisseurs, par exemple, qui vont plutôt être concernés par la mise en place de l'éco-contribution. Et donc, voilà, les questions, encore une fois, qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi, je commercialise des produits qui sont concernés ou je mets en œuvre des produits qui sont concernés par la REP bâtiment. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est à moi de contribuer, de m'acquitter d'une éco-contribution pour ces produits-là? Et donc, il y a trois typologies finalement de producteurs, de metteurs sur le marché de produits de construction. On va retrouver à la fois les fabricants. Donc, par exemple, en tant que fabricant de bardage, c'est vous qui devez effectivement contribuer à la REP bâtiment. Vous allez retrouver aussi les importateurs de matériaux de construction. Donc, s'il y a effectivement des fabricants de charpente ou des fabricants de murs à ossature bois et que vous importez les produits que vous mettez ensuite en œuvre dans votre charpente ou dans votre mur à ossature bois, vous êtes concerné par la REP à minima pour ces produits qui vont constituer le mur à ossature bois et la charpente. Et puis, vous allez aussi retrouver, et donc parmi les importateurs, voilà, ça peut être les entreprises de travaux, ça peut être aussi les négoces qui vont importer des produits de l'étranger. Et puis enfin, ça peut être des acteurs qui vont vendre des produits à leur marque. C'est par exemple le cas des négoces qui vont vendre des produits sous leur marque distributeur. À ce moment-là, c'est eux qui seront considérés comme les metteurs sur le marché de ces produits. Donc voilà, 2 questions à se poser. Est-ce que heu, je produis, je commercialise, je mets sur le marché des produits du bâtiment? Et la deuxième question, c'est est-ce que je dois contribuer? Oui, si c'est vous qui le fabriquez. Oui, si vous importez ce produit ou si vous le mettez à votre marque. On pourra en rediscuter évidemment de cas un peu plus spécifiques par la suite. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand justement vous êtes considéré comme metteur sur le marché? La première étape, et on va les redécrire ensuite, ça va être d'adhérer à un éco-organisme qui est agréé sur la filière, de déclarer, donc chez Valobat, c'est une déclaration annuelle des volumes de produits que vous mettez sur le marché, de vous acquitter d'une éco-contribution sur ces produits et puis de la répercuter à vos clients pour pas que ça impacte euh, votre trésorerie. Et derrière, l'idée, c'est effectivement de s'engager davantage dans l'économie circulaire et encore une fois, de prendre en compte la gestion de la fin de vie des produits dès lors qu'ils vont être intégrés dans un bâtiment. Alors, quelques étapes par rapport à cette mise en place de la filière. Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises qui sont metteurs sur le marché doivent avoir adhéré à un éco-organisme. Alors, il y a encore le temps si c'est pas encore fait. Depuis le 1er mai, tous les produits qui sont mis sur le marché devront être déclarés à un éco-organisme et s'acquitter d'une éco-contribution.
Et puis nous, on avait aussi la date du 31 mai, qui était la fin de la période de la première déclaration. Mais si vous adhérez maintenant, vous aurez encore le temps de faire vos déclarations après, évidemment. Alors, Valobat, dans tout ça, qui on est? On est aujourd'hui l'éco-organisme principal sur la filière du bâtiment et on a vocation à représenter tout le secteur du bâtiment qui est extrêmement varié de par justement la diversité des produits qu'on va retrouver, de par la diversité des métiers qui sont concernés et par les tailles des metteurs sur le marché. On va à la fois retrouver des industriels et des plus petits metteurs sur le marché, des artisans qui vont être concernés par cette REP. Et c'est pour ça que dans notre gouvernance, donc Valobat, c'est une entreprise de droit privé à but non lucratif qui a été créée par à la fois des industriels qui voyaient la REP arriver et qui ont souhaité s'organiser pour pouvoir créer leur propre éco-organisme de sorte à être en mesure de gérer cette diversité de produits. Typiquement sur le bois, vous allez retrouver à la fois des panneautiers comme Suisse Chrono, vous allez retrouver des scieurs comme Menesev, comme le groupe SIAD, comme Ducray. Vous allez retrouver aussi fabricants de parquet, des fabricants de charpentes comme le groupe Brillant ou le groupe Etchart. Vous allez retrouver également des négoces, donc qui peuvent être à la fois soit vos clients, soit vos fournisseurs. Sur le bois, vous retrouvez notamment GEDEX qui a toutes ses enseignes Gédi Bois, Tout Faire qui a aussi certaines filiales dédiées sur le bois, Erige avec VM Matériaux, Saint-Gobain avec Panneau France ou Dispano. Et puis les organisations professionnelles qu'on a souhaité aussi mettre dans le tour de table et qui visent justement à représenter des plus petits acteurs, comme ça peut être le cas dans le bois. Et dans le bois, aujourd'hui, vous allez retrouver la Fédération nationale du bois, l'Union des industriels et constructeurs bois, et puis le commerce du bois qui va représenter plutôt les importateurs et les acteurs de la seconde transformation. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment une gouvernance qui est présente et qui vise à travailler avec les metteurs sur le marché sur justement la création des barèmes, sur les unités de déclaration ou sur le bois, par exemple, on va plutôt être sur du mètre cube, travailler sur les règles de déclaration. Demain, les éco-modulations. Les éco-modulations, c'est le fait de pouvoir moduler à la hausse ou à la baisse les montants des éco-contributions en fonction de critères environnementaux qui sont justement décidés au sein de groupes de travail dédiés au sein de Valobat. Donc voilà, on a vraiment aussi l'ambition, non pas d'être que représentatif, mais aussi d'être dans la co-construction, de ne pas travailler en chambre, mais de travailler avec nos metteurs sur le marché sur la définition de cette stratégie d'éco-organisme et de filière. Donc à ce jour, un petit point sur la campagne d'adhésion, on est alors non plus à 3 900, mais à 4 000 adhérents, ce qui représente plus de la moitié des metteurs sur le marché. Donc ce qui fait de nous vraiment encore une fois, les leaders sur la filière et notamment sur le bois, où, où on retrouve les grandes fédérations qui participent à la gouvernance de Valobat. Donc voilà, en termes de piliers, c'est ce que je vous disais, être agir pour les acteurs du bâtiment au service des acteurs du bâtiment, travailler dans une logique de co-construction avec la filière bois notamment, et puis devenir partenaire de votre stratégie environnementale. Si vous avez des projets de R&D, l'enjeu, c'est aussi de vous servir de Valobat et qu'on devienne un vrai levier sur vos politiques d'éco-conception, de valorisation de votre engagement auprès de vos différents clients notamment, et de vous accompagner sur ces sujets. Alors, si j'en viens de manière concrète à ce qu'il faut faire justement quand vous êtes metteur sur marché, autour de la table, il y en a plusieurs. Donc la première étape, c'est effectivement de signer votre contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion chez Valobat, il se signe en quelques clics sur le site internet. Et concrètement, ce qu'on indique dans ce contrat, c'est que Valobat va prendre en charge votre obligation légale de contribuer à la gestion des déchets du bâtiment. Et en échange, vous vous engagez à déclarer chaque année
le volume de produits que vous mettez sur le marché et à vous acquitter d'une éco-contribution. Et donc, c'est le même contrat pour tous les acteurs, puisque ça découle d'un principe d'intérêt général, et évidemment d'équité entre les adhérents. Il n'y a pas d'éco-contribution plus faible parce qu'on met moins de produits mis sur le marché ou qu'on en mettrait plus. Pas d'économie d'échelle là-dessus. Et donc oui, ce contrat d'adhésion, il va vous permettre d'obtenir votre numéro IDU. Donc l'IDU, c'est un identifiant unique qui vous est attribué par l'ADEME et donc l'Agence de la transition écologique et que Valobat va vous renvoyer, qu'il faudra intégrer dans vos conditions générales de vente et qui atteste que justement, vous avez bien adhéré à un éco-organisme. Donc, fait une première étape sur votre mise en conformité avec cette réglementation-là. La deuxième étape, ça va être de répercuter les éco-contributions sur vos produits. Et donc, avant de s'attacher au comment, déjà peut-être regardons ce que c'est qu'une éco-contribution dont je vous parle depuis le début. En fait, un éco-organisme, c'est une entreprise à but non lucratif, donc dont les coûts doivent être strictement couverts par les éco-contributions qui sont notre seule rentrée d'argent au sein de l'éco-organisme. Donc, les éco-contributions, elles vont permettre de financer les coûts opérationnels de collecte et de gestion des déchets, de traitement, de valorisation, des coûts opérationnels qui sont plutôt transverses, et puis des actions dédiées à la filière, comme par exemple de la recherche et développement pour accompagner les metteurs sur le marché vers plus d'éco-conception, des actions de communication auprès des metteurs sur le marché concernant leurs nouvelles obligations, sensibilisation des artisans sur les chantiers qui, demain, s'ils arrivent avec leurs déchets triés, pourront les voir être repris à moindre frais grâce à la REP bâtiment qui est en train de se mettre en place. Et puis, vous allez aussi retrouver d'autres obligations qui sont celles du cahier des charges auquel répond l'éco-organisme, à la fois des garanties financières, les structures de personnel, évidemment, pour mettre en place un éco-organisme. Et donc, chez Valobat, l'objectif est toujours de optimiser au mieux ses coûts. Et du fait de la taille de Valobat, on fait aussi des économies d'échelle par rapport aux coûts qui sont engendrés par la gestion et la mise en place de la filière REP bâtiment. Donc, ce barème d'éco-contribution, vous allez le retrouver sur notre site internet où clairement vous pouvez aller regarder vos différents produits sur le site et retrouver le barème le montant d'éco-contribution euh, qui lui correspond. Donc, une fois que vous avez effectivement identifié que vous êtes metteur sur le marché et que justement vous allez vous acquitter des éco-contributions, chez Valobat, il y a une obligation contractuelle de répercuter l'éco-contribution à vos clients à minima pour les produits dont vous êtes metteur sur le marché. Donc, quand vous les fabriquez, quand vous les importez ou effectivement quand vous les mettez à votre marque. Donc, quand vous êtes metteur sur le marché d'un produit, comment on répercute l'éco-contribution? La répercussion de l'éco-contribution, c'est d'abord afficher dans ses conditions générales de vente deux clauses. Une clause qui indique ce fameux numéro IDU qui atteste que vous êtes bien en conformité, que vous avez bien adhéré à un éco-organisme, et une deuxième clause qui indique à votre client que que vous allez lui répercuter la REP, sans possibilité de négocier ce montant-là. Et ensuite, donc là, on a des clauses qui sont toutes prêtes que je pourrais vous renvoyer à la fin du webinaire. Et puis ensuite, sur vos factures, ça va être, il va falloir faire apparaître le montant de l'éco-contribution. Alors, d'après les recommandations de la DGCCRF, dans le corps de la facture par ligne d'article. Donc, soit en indiquant montant du produit, dont X euros d'éco-contribution, ou soit montant du produit, montant de l'éco-contribution et montant du produit, incluant éco-contribution. Ça, c'est vraiment à votre main.
Et sur tous les autres supports, c'est vraiment à votre main de l'afficher et de l'indiquer ou non. Quand vous êtes entreprise de travaux, que vous mettez en œuvre différents produits qui sont assujettis, à ce moment-là, ce qu'on vous invite à faire pour simplifier les choses, c'est d'intégrer ces fameuses clauses dans vos conditions générales de vente, comme quoi vous êtes metteur sur le marché, que vous avez votre numéro IDU et que vous répercutez l'éco-contribution, et d'intégrer une mention en bas de facture qui indique que vous êtes bien acquitté de l'éco-contribution. Mais typiquement, si je prends l'exemple du fabricant de murs à ossature bois qui est présent aujourd'hui, l'idée n'est pas, pour chaque mur à ossature bois que vous allez concevoir, d'indiquer seulement le montant de l'éco-contribution dont vous seriez acquitté pour les produits que vous auriez éventuellement importés. Ça deviendrait d'une complexité sans nom. Donc, vous pouvez l'intégrer dans votre coût de revient et puis afficher encore une fois cette mention en pied de facture qu'on pourra là aussi vous indiquer. Le troisième cas de figure, c'est par exemple quand vous êtes négoce et que vous approvisionnez auprès de scieurs en France ou près de raboteurs en France. C'est votre fournisseur qui adhère à l'éco-organisme, qui va déclarer ses produits, qui va vous répercuter l'éco-contribution. Et donc, vous, en tant que négoce, eh ben, vous avez la main de répercuter et d'afficher ou non cette éco-contribution pour votre client. Il n'y a pas d'obligation spécifique quand vous n'êtes pas metteur sur le marché de ce produit. Donc, on a tout un guide qui est dédié sur le sujet que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet et qui reprécise plein de choses et qui donne aussi plein d'exemples. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Donc, on a parlé d'adhésion, on a parlé de répercussion, et puis ensuite, on va parler de déclaration. Alors, chez Valobat, on est donc chaque année, il faut déclarer ses mises sur le marché. Chez d'autres éco-organismes, Non, faut avoir assez de boulot. Pardon? Oh. Non. Ah, Je pense monsieur, qu'on je vous avait un propose de micro pas mettre coupé. votre... ouais, de couper votre Faut pas micro. couper. Euh, donc, il y a l'enjeu effectivement de la déclaration qui, chez Valobat, est une déclaration qui est annuelle. Donc, chaque année, vous déclarez les produits que vous avez mis sur le marché l'année précédente. Ça va permettre de dimensionner le montant des éco-contributions de l'année en cours qui seront facturées et prélevées en 4 acomptes jusqu'à la fin de l'année. Et l'année suivante, il y a une régularisation. Vous déclarez le vrai volume de mise sur le marché de l'année N, régularisation, et puis ça sert de base de calcul pour les éco-contributions de l'année N+1. Donc là, chez Valobat, pour cette première année, il y a une première déclaration d'amorçage qui vous est demandée lorsque vous adhérez à l'éco-organisme. Vous déclarez soit sur la base du réel 2022, soit sur un prévisionnel de 2023, puisqu'on sait qu'il y a une certaine volatilité en ce moment dans le secteur du bâtiment. Ça va permettre de dimensionner les éco-contributions de cette année, qui seront calculées en faisant un prorata de 8/12 pour bien prendre en compte le fait que les éco-contributions ont commencé à partir du 1er mai. Et puis donc une facture, 4 acomptes jusqu'à la fin de l'année. Et l'année suivante, il y aura effectivement une régularisation sur la base du vrai volume que vous déclarez pour l'année 2023, du 1er mai au 31 décembre. Pour des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, vous avez aussi la possibilité d'avoir recours à un régime simplifié où en fait chaque année vous allez déclarer votre chiffre d'affaires de l'année précédente sur lequel on applique un pourcentage d'éco-contribution. Et voilà, l'idée étant de vraiment simplifier les choses pour les plus petites entreprises. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie de mise sur le marché. Donc, est-ce que vous êtes metteur sur le marché? Est-ce que je dois adhérer? Est-ce qu'il faut que je répercute l'éco-contribution? Comment faire? Alors, on n'a pas de questions sur le chat, pas de main levée.
Alors juste si je peux résumer, si je suis fabricant, si je suis scieur, je produis des poutres, du lamellé-collé, des éléments constitutifs de charpente, Hmm, c'est moi qui dois payer la contribution. Si je suis charpentier, constructeur bois, je mets en œuvre ces produits hmm, issus d'un négoce ou d'un fabricant français, j'ai rien à payer parce que l'éco-contribution, elle sera déjà prise en compte. ouais, Par contre, si je suis charpentier, constructeur et que j'importe des produits de l'étranger, là, c'est oui, à moi d'appliquer la contribution. exactement. Et tout à fait. Et on a tout Mais un s'il n'y a guide pas de de questions, déclaration sur les produits bois au besoin qui est disponible sur notre site internet où justement on a fait un récapitulatif par typologie d'acteurs. Qu'est-ce que je dois déclarer dans quel cas? Je vous le renverrai aussi. ok, Si, Oui, très je bien. me permets d'intervenir. Je vois oui, pas la main, en fait, donc je n'arrive pas à lever la main. bon, ben, c'est Je, très bien de prendre la parole. voilà. Bon, donc effectivement, nous, on commercialise du bardage et donc, effectivement, on s'approvisionne en bois chez les scieurs et depuis quelques mois, on voit apparaître effectivement Mhm. cette éco-contribution donc, qui nous fait, enfin, ça recoupe par rapport aux informations qu'on pouvait avoir où on n'est effectivement pas metteur sur le marché. Alors, Bon, bah, c'est une question tout en étant une affirmation, mais dans ce cadre-là, en fait, il y a un petit peu de choses qui peuvent se mettre en place parce que normalement, bah, vous, en tant que fabricant de bardage bois, c'est bien le bardage qui est le produit assujetti. Et donc, vous avez la possibilité, quand vous aurez adhéré à un éco-organisme, de demander à votre scieur de ne pas appliquer l'éco-contribution et de vous l'appliquer sur le produit fini que vous allez commercialiser. Puisque là, on est dans le cas en fait d'un produit assujetti comme un bassin à madrier qui est vendu à un acteur qui le retransforme en un autre produit assujetti. Et donc, sur la filière bois, c'est souvent le cas. Et donc, soit effectivement, vous continuez ce système, soit vous avez la possibilité, en adhérant à un éco-organisme, de demander à votre fournisseur de bois de ne pas appliquer l'éco-contribution et donc vous de l'appliquer, de déclarer votre produit fini et de l'appliquer à ce moment-là. d'accord. Mais bon, il y a pas d'obligation. On peut rester dans la situation actuelle. Pour le moment, oui. Ouais. Et alors, en fait, la question, elle était plus par rapport à certains fournisseurs de bois qui, eux, ne nous facturent pas encore les contributions. D'accord. Bon, j'imagine que c'est parce qu'ils sont pas encore en conformité ou que c'est. Hmm. Enfin, je veux dire, la conséquence n'est pas qu'on soit, nous, responsables de son acquittement. Je pense qu'il faut que vous fassiez le point avec eux pour bien vérifier, vérifier qu'ils n'aient pas pris en compte le fait que vous êtes raboteur. Normalement, ils doivent bien vous demander votre numéro IDU, mais peut-être qu'il y a un petit calage à faire avec votre fournisseur. D'accord. Bon, et par contre, vous avez parlé d'une condition générale de vente avec une clause à inclure. Est-ce que effectivement, moi, ça m'intéresse de pouvoir la récupérer, Oui. le Bah alors en format, fait, puisque. cette clause, elle est valable que si vous êtes metteur sur le marché de ces produits. Vous avez une obligation de refacturer l'éco-contribution que quand vous êtes bien metteur sur le marché de ces produits, mais je vous la renverrai de toute manière, bien sûr. D'accord. Bah écoutez, voilà, bah, je vous remercie. J'ai posé les questions que je voulais poser. Merci Ben, bien. merci à vous. Super. Très bien. On a également une question sur le chat Alors, je les vois d'Alain pas. qui demande, en tant qu'artisan, poseur de charpente, menuiserie, isolant biosourcé, doit-on adhérer également à Valobat Donc, ou à un autre éco-organisme, je précise. oui, oui. Alain, vous êtes simplement, enfin, pas, non, pas simplement, mais vous êtes, est-ce que vous fabriquez, est-ce que, en fait, surtout, est-ce que vous importez certains produits que vous posez? Elle est surtout là la question. Et est-ce que vous fabriquez des menuiseries? Est-ce que vous fabriquez des fenêtres, des escaliers, par exemple? Où vous faites votre activité consiste seulement en la pose et en aucune fabrication. Donc, Alors, je si je sais pas si Alain... reformule, ouais, pour répondre à votre question directement, euh, il y a différents cas de figure. Nous n'importons pas ni fabriquons, sauf ossature bois parfois.
Donc, si vous importez du bois d'ossature, c'est vous le metteur sur le marché. Si vous faites la mise en œuvre de cette ossature bois à partir de produits SIA en France, c'est vos fournisseurs qui vont vous appliquer l'éco-contribution et donc vous n'avez pas besoin d'adhérer à un éco-organisme. Voilà. C'est seulement vous êtes metteur sur le marché quand vous fabriquez ou quand vous importez des éléments que vous allez intégrer dans vos charpentes. Si vous importez ou si vous fabriquez des menuiseries et sinon, ou si vous importez des isolants biosourcés. Sinon, si vous avez une activité de pose ou voilà, de mise en œuvre de différents produits assujettis ensemble, vous avez pas besoin d'adhérer à l'éco-organisme. Donc, on pourra en rediscuter ensemble à la fin si vous voulez directement. Et par contre, c'est plutôt la reprise des déchets qui va vous intéresser. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions Non, On n'a pas d'autres questions. très bien. Bah, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de présenter effectivement ce que permettent ces éco-contributions. Oui, monsieur Pat. Oui. La question, c'était quand même de nous qui fabriquons des charpentes Ouais, traditionnelles ou des murs ossature bois. ouais. Sur de la charpente, il peut y avoir des bois qui viennent, dans la même charpente, il peut y avoir des bois qui viennent de scieries françaises Mm, où ils ont déjà, eux, payé la taxe, mais mm, on a aussi des bois qui peuvent provenir dans cette même charpente de l'étranger. c'est Où ça. là, nous, on est obligé de le déclarer. Mais du coup, nous, sur nos factures, Ouais. Et qu'est-ce donc, en qu'on fait, doit dire? oui, tout à fait. Et c'est une excellente question et effectivement, c'est pour ça que hop, je me remets sur cette présentation. Déjà, à savoir, c'est que vous pouvez déclarer les produits que vous importez sur la base de vos achats, parce que ça va être très compliqué pour vous a priori, de ce que j'ai compris de mes échanges avec d'autres charpentiers, de faire la distinction dans vos stocks des produits étrangers et des produits français qui seraient déjà acquittés de C'est surtout pour l'éco-contribution. c'est surtout, alors la déclaration sur Valobat, ça, c'est pas un problème, il suffit de Oui, regarder nos achats à c'est l'étranger. ça, Mais c'est pour exactement. la facture, quand on facture au client, est-ce qu'on Ouais. doit lui donner un détail, en fait, ou... Et justement, en fait, vous, ça va un petit peu. Enfin, pour moi, il y a deux cas de figure, justement, en fonction de la manière dont vous faites vos facturations. Parfois, ce que vous facturez, c'est une prestation, effectivement, de fabrication et de pose de charpente sans qu'il y ait trop de détails. Et à ce moment-là, vous pouvez conserver cette mention en bas de facture qui indique que vous êtes bien acquitté de l'éco-contribution. Et donc, vous intégrez le montant de l'éco-contribution dans votre prix de revient de vos matériaux. Donc ça, c'est suffisant. Et si vous voulez donner le détail, peut-être que, en fonction du volume en mètres cubes de bois que vous avez et sans forcément et dans ce cas, vous pouvez répercuter, l'éco-contribution pour, les produits à la fois achetés en France et les produits importés et donc, vous indiquez vous indiquez une mention à titre indicatif de l'éco-contribution acquittée, heu pour la charpente, en intégrant les éco-contributions, qui vous ont été, répercutées par les scieurs français et celles dont vous êtes acquitté auprès de Valobat pour les bois étrangers. Donc Mais sur le montant, c'est du à ouais, peu près. Le montant qu'on doit augmenter un petit peu, en fait, la valeur de ce que nous, on aura mmh, adhéré et payé, quoi. Parce que ce qui est déjà c'est payé, on n'a pas à le refaire payer. c'est ça exactement. Mais en fait, vous répercutez l'ensemble et donc chez Valobat, par exemple, c'est 4 € du mètre cube pour Oui, oui. cette première année et donc si vous avez une charpente qui fait 2 mètres cubes, vous pouvez indiquer, sur le prix, sur la ligne, dont 8 € d'éco-contribution, par exemple. Mais réellement, si on a un mètre cube qui vient de l'étranger et un mètre cube qui a été acheté en France, on Oui, peut payer un 4 euros uniquement au client, ben en fait, c'est alors qu'on que y marque 2 mètres cubes. oui, mais enfin, imaginons que vous avez votre charpente qui a 2 mètres cubes, dans tous les cas, il y aura bien 1 mètre cube, si q potentiellement que vous aurez acquitté auprès d'un scieur français et voilà, si ce fournisseur, en tout cas, il est chez Avalobat, il sera acquitté de 4 € du mètre cube, donc 4 € du mètre cube plus 4 € du mètre cube, ça fait 8 mètres cubes et donc en fait, vous pouvez répercuter le montant de l'éco-contribution Total. totale, si vous souhaitez, bien sûr. Donc voilà, vraiment, enfin, pour les fabricants de charpente ou fabricants de murs à ossature bois, il y a vraiment 2 solutions.
soit c'est une mention en bas de facture sans précision de montant dans le corps de la facture Ouais, ouais. pour indiquer que vous êtes acquitté de cette éco-contribution, soit si justement vous avez l'habitude sur vos factures d'indiquer un volume, donc sur la charpente traditionnelle ou Ah non, sur non. la fermette, non? Bah, dans ce cas-là, c'est peut-être plus compliqué pour vous à mettre en place et donc vous pouvez rester sur la première solution. Et sur les devis, pas du tout. On n'est pas obligé. Sur les devis, vous n'êtes pas obligé non plus. Par Ouais, contre, voilà, intégrez bien le fait que, il y a une éco-contribution quand vous construisez vos prix ouais. Oui, et ben, vous merci. je vous en prie, vous pouvez toujours aussi mettre cette mention comme quoi, vous avez bien adhéré à un éco-organisme et que, les produits que vous mettez en œuvre Ouais, ouais. dans vos produits, sont s'acquittent d'une éco-contribution. C'est important. Ok. Est-ce que ça ouais, ça vous paraît est-ce qu'il y a d'autres questions, sur ce sujet? Je sais que ça suscite en général beaucoup Non, non, d'interrogations. c'était Mmh. principalement, ouais, ça. Ouais, très bien. Merci. Bah, je vous en prie. À ce moment-là, effectivement, je vous propose de continuer, sur la reprise des déchets, puisque, effectivement, ces éco-contributions, on l'a vu, elles permettent de financer, des premières actions de collecte et de gestion des déchets et donc en fait, les modalités vont être différentes en fonction, du chantier sur lequel vous intervenez. En fait, ce qui est prévu, c'est des modalités différentes en fonction du, volume de déchets qui vont être générés sur un chantier. Si vous êtes sur un plus petit chantier qui fait, sur lequel, il y a 50 mètres cubes de déchets qui sont, générés environ, donc souvent, bah, chantier de construction ou de, rénovation de petites maisons, de maisons individuelles. Là, vous avez des points de reprise, qui sont à votre disposition. L'objectif étant pour les éco-organismes de mettre en place un maillage pour qu'en 2027, il y ait un point de reprise tous les 10 ou 20 kilomètres. Donc ça pourrait être des déchetteries publiques, ça pourrait être des distributeurs ou, des, déchetteries, professionnelles. Et pour, les gros chantiers, hem, vous allez, retrouver des modalités différentes que je vais vous expliquer, juste après. Et donc l'idée étant d'accélérer, la collecte des déchetteries de sorte à pouvoir, mieux les, recycler et les valoriser ensuite. Donc il y a une reprise sans frais pour les déchets, triés du bâtiment, uniquement, à moindre frais. Voilà. Alors, si j'avance un petit peu, effectivement, c'est un peu c'est un schéma qui est un petit peu compliqué sur la gestion des déchets, mais qui finalement pour vous, explique un petit peu la même chose. C'est qu'on a, ces différentes modalités de reprise des déchets. Pour les chantiers qui font p moins de 50 mètres cubes de déchets, vous pourrez aller, sur les différents points de reprise qui sont, disponibles, et qui sont en train de se mettre en place, dans toute la France. Pour les plus gros chantiers, là, on va partir sur un schéma, plutôt financier pour éviter, d'intervenir de manière opérationnelle et avoir une moindre réactivité que, celle que vous pouvez avoir avec, vos prestataires. Pour les artisans, pour les entreprises de travaux et pour les installateurs, il va y avoir également un contrat entrepôt, qui va être mis en place pour ceux qui auraient l'habitude de massifier des déchets et ça dépendra des volumes. Enfin, ce contrat, il pourrait être mis à disposition en fonction, voilà, à partir d'un certain seuil, de volume de déchets collectés. Alors, si je reviens un petit peu au fonctionnement des points de reprise. L'idée est pour, des détenteurs, de déchets, donc lorsqu'ils sont sur le chantier et que, voilà, ils ont trié leurs déchets, l'idée est pour eux de pouvoir s'en défaire gratuitement auprès des différents points de reprise et donc si vous allez, en négoce ou si vous allez, en déchetterie, privée qui ont commencé cette activité de reprise des déchets, vous pouvez justement les solliciter à travers, cette application Valodépôt, qui est disponible sur tous les systèmes d'information et dans lesquels vous allez en fait, préparer, votre déclaration. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Je ne sais pas si vous entendez le son. Je crois que c'est pas toujours ça. Bon, je vais la présenter en même temps.
Mais en fait, Valodépôt, c'est vraiment une application dédiée pour les artisans qui va vous permettre de faciliter le dépôt des déchets. Et donc, vous allez vous créer un compte sur cette application et vous allez effectivement préparer justement ce qu'on appelle les bordereaux de dépôt en indiquant vos différents chantiers sur lesquels vous intervenez. Et puis, pour chacun de ces, pardon, je vais vous laisser continuer, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Je suis pas en même temps. Là, c'était effectivement une présentation et donc l'idée, c'est pour vous de pouvoir préparer vos dépôts de déchets. Donc, vous allez à chaque fois rentrer les différents chantiers sur lesquels vous intervenez et puis sur ces chantiers, préparer vos dépôts. Donc, par exemple, j'ai X mètres cubes de bois que je souhaite déposer. Je vais l'indiquer sur l'application. Ça va m'identifier les points de reprise euh, dans lesquels je peux déposer mes déchets qui sont triés. Donc, il y a toute une cartographie qui est proposée. Et puis, vous allez effectivement avoir ce récapitulatif qui vous sera présenté et vous pourrez soumettre votre demande au point de reprise qui, du coup, l'enregistrera et sera prêt à vous accueillir au créneau que vous indiquerez. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Vous, ça, en fait, ça permet de préparer votre bordereau des dépôts des déchets, ce qui fait que derrière, le point de reprise, il a juste à regarder ce que vous avez indiqué, valider si les déchets ont bien été triés. Et puis, lorsqu'ils valident, vous les déposez dans le point de reprise et ça génère automatiquement un bordereau de dépôt que vous pourrez conserver soit dans votre application, soit imprimer si vous préférez. Et vous avez également un guide de tri qui est disponible sur cette application si jamais vous avez un doute sur le flux dans lequel vous pouvez effectivement mettre votre déchet. Alors aujourd'hui, pour retrouver votre point de reprise, c'est 2 sites internet. C'est le site de Locap. Donc, comme l'a dit Marine, aujourd'hui, il y a 4 éco-organismes qui sont agréés sur la filière et qui ont aussi l'obligation de mettre en place des points de reprise. Donc, sur le site de Locap, vous pouvez les retrouver tous les points de reprise existants. Et puis sur le site de Valobat, vous retrouverez ceux qui sont agréés Valobat, qui ont été formés par nos soins et qui justement sont ouverts que lorsque les, euh, par exemple, les négoces ont été formés à la reprise des déchets pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc là, on est sur un démarrage. On va atteindre, il y aura plus de 200 points de reprise Valobat en France d'ici en juillet. Et d'ici la fin de l'année, ce sont plus d'un millier qui devraient ouvrir. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site internet. Voilà, c'est effectivement un petit peu ce qu'on explique avec notamment ceux qui vont commencer à ouvrir les points de reprise. Et donc après, vous avez pour les plus gros chantiers, ceux qui vont générer plus de 50 mètres cubes de déchets. À ce moment-là, c'est des modalités un peu différentes puisque effectivement, on ne va pas vous demander d'aller déposer des gros tonnages en point de reprise, qui sont plutôt des solutions de proximité. Donc aujourd'hui, Valobat est en train de référencer les différents gestionnaires de déchets qui travaillent avec les différentes maîtrises d'œuvre et maîtrises d'ouvrage. Et donc, là, prochainement, on va ouvrir le référencement des chantiers sur lesquels il va y avoir des déchets qui vont être générés. Donc, concrètement, vous, en tant que maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, vous identifiez ce chantier, vous obtenez une clé d'identification unique pour ce chantier qui va assurer la traçabilité des flux et la traçabilité des flux de déchets. Votre gestionnaire de déchets se référence aussi sur la plateforme et donc dès lors qu'il collecte des déchets sur votre chantier, il va indiquer qu'il a collecté peut-être 50 tonnes de bois sur ce chantier et il sera soutenu financièrement en fonction du tonnage de déchets effectivement collectés. Et donc vous verrez tous les soutiens
qui seront donnés aux gestionnaires de déchets en fonction du tonnage de déchets collectés. Et voilà, vous pourrez ensuite négocier avec votre gestionnaire de déchets sur la facture déchets. Donc tout ça, ça va tout ça, enfin toute la mise en place effectivement du référencement des chantiers, elle commence dès mi-juillet pour des chantiers qui auront lieu en septembre. Et donc effectivement, on est sur une prise en charge progressive des coûts des coûts de gestion des déchets sur les plus gros chantiers, notamment sur les inertes. Alors ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais et aussi sur les transports entre, justement, le gros chantier et la plateforme de massification. Cette année, on ne prend pas du tout en charge les transports. L'année prochaine, on en prendra, en charge 50 et puis à partir de, 2026, 80. C'est lié à la progressivité, de la REP. Et là aussi, donc oui, le troisième contrat sur lequel, que j'ai évoqué, c'est, le contrat entrepôt. Donc, pour, les acteurs qui auraient l'habitude de massifier leurs déchets en interne et ce sera seulement à partir, d'un certain volume qui sera indiqué, justement sur ce contrat entrepôt. Et donc là, concrètement, c'est nous qui mettons à disposition des bennes, pour, les déchetteries du bâtiment. Donc on ne prend pas en charge, les flux, de type, emballage, c'est pas encore, des déchets du bâtiment et on prendra en charge effectivement seulement les déchets qui seront, du bâtiment et qui seront correctement triés. Donc ce sera sans frais, pour vous. Donc voilà, on est vraiment aujourd'hui sur une montée en puissance, de la REP bâtiment avec, des premiers points de reprise, qui ont commencé à se mettre en place. Là, on est vraiment en train d'accélérer le déploiement avec, ces 1 000 points de reprise qui sont prévus, d'ici la fin de l'année. Sur les chantiers, pour les plus gros chantiers, il y a eu un référencement des gestionnaires, des déchets qui a été opéré là et qui va continuer. À partir de mi-juillet, vous allez pouvoir déclarer, vos chantiers et en septembre, on va pouvoir, démarrer, les premiers soutiens. Sur la reprise pour le contrat entrepôt, là, on va avoir effectivement, les contrats entrepôt qui vont bientôt sortir avec, un démarrage de la reprise qui, pourra commencer, en octobre et donc en attendant, vous avez, les 2 autres solutions qui sont, à votre disposition. Et concernant les déchetteries publiques, alors il faut savoir qu'elles ont, moins la volonté qu'avant d'accueillir les artisans qui vont plutôt être dirigés justement vers, les points de reprise professionnels chez les négoces ou chez les déchetteries, professionnelles. Là, on va bientôt mettre en ligne un contrat unique avec une reprise des déchets qui devrait s'opérer, à partir de septembre et en déploiement sur toute l'année 2024. Donc plein de solutions effectivement qui sont en train de se déployer pour la reprise des déchets. Nous, on est évidemment à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Vous avez, plein d'outils qui sont à votre disposition sur notre site internet ou sur, les applications. Donc, justement, cette application de Valodépôt pour préparer, vos dépôts de déchets dans les points de reprise. Donc la condition pour que ce soit une reprise sans frais, c'est que ce soit des déchets, PMCB, donc pas d'emballage par exemple, et qui soient bien triés. Vous allez retrouver donc, la cartographie, des points de reprise sur cette application, sur notre site internet, les consignes de tri aussi et puis, voilà les modalités, de reprise des déchets pour les plus gros chantiers qui vont paraître, là, à partir de mi-juillet. Donc merci à tous pour votre participation. Je vois qu'il y a des questions, qui ont été posées, dans le chat. Alors, donc est-ce qu'il y a une, carte Ticket Point de collecte? Merci Marine d'avoir indiqué, effectivement la cartographie sur le site de l'OCAP qui est, régulièrement mise à jour. Pour les, déchets de l'atelier repris par un fournisseur. Alors les déchets d'atelier aujourd'hui ne sont pas pris en charge, par la REP bâtiment puisque ce n'est pas considéré, comme des déchets comme des déchets de chantier. Là, on est vraiment sur les, déchets de chantier,
construction, rénovation et démolition. Alain, donc nous avons un contrat de tri et de reprise de certains déchets avec une entreprise, Suez, je cite, ou d'autres concurrents. Doit-on s'arrêter, doit-on arrêter ce type de contrat? Bah, ça dépend de votre activité. Encore une fois, ça va dépendre aussi du volume de déchets que vous générez. Donc nous, le contrat entrepôt, par exemple, il pourrait être mis en place qu'à partir d'un certain volume et d'un certain nombre de rotations d'ébène. Pour moi, c'est une quinzaine de rotations pour des bennes de 30 mètres cubes. Et sinon, vous avez à votre disposition les points de reprise, le contrat chantier et potentiellement, vous avez quand même d'autres déchets qui ne sont pas pris en charge par la REP, comme les emballages et d'autres déchets. Donc, à vous de voir aussi. Alors, est-ce qu'on a J'ai besoin de d'autres plus de précision. questions? Moi, j'ai une petite question juste par Ouais. rapport aux déchets d'emballage, justement. Sur les chantiers, on utilise régulièrement des polyanes, des bâches de protection. Ouais. Finalement, ça entre dans la collecte ou c'est considéré comme un déchet d'emballage? Parce que ça n'a pas Non, un c'est bien usage des de déchets protection d'emballage. d'emballage, hein. Ouais. D'accord, ok. Et donc, va se mettre en place. Alors, je sais que voilà, ça génère des interrogations sur la mise en place, mais donc, ça fera l'objet d'une nouvelle REP à partir de 2025. Et donc, on verra les modalités de reprise, mais ça pourrait être repris à ce moment-là. Donc là, c'est d'abord vraiment les déchets produits du bâtiment. Les emballages type palette ou film plastique ne sont pas pris en charge par l'entreprise. D'accord. Ok, Ouais. très bien. Ah oui, donc effectivement, c'est ça. Pour les déchets d'emballage, bah, on va encore attendre 2 ans. On met en place cette REP-là. Et puis, donc, les déchets d'emballage restent bien à votre charge. Et en 2025, on verra comment ça se mettra en place de manière opérationnelle. Pour l'alu et la ferraille, je ne sais pas quel volume vous avez. J'imagine que vous avez certainement des exutoires qui sont assez intéressants financièrement et qui vous reprennent en vous rachetant les métaux. Ouais. Et donc, j'ai Alain qui nous continue à nous dire, pour info, les housses et les plastiques nous rapportent de l'argent comme l'alu et la ferraille. Ouais. C'est ça, s'ils sont bien triés en fonction des régions sur lesquelles vous vous situez, il peut y avoir un prix de rachat pour ces déchets-là. Donc, bah, je vous laisse continuer à avancer avec votre opérateur de déchets. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les modalités de reprise? Je pense On qu'on est arrive. bon. Très bien, Super. ça a été clair. Ben merci Marine pour cette présentation de la REP en général et pour la présentation de Valobat. Comme on vous le disait, on a enregistré le webinaire, donc on pourra vous renvoyer ça par mail. Mhm. Également, du coup, Marine, vous allez nous transmettre La euh, présentation et les différents la liens, les différents présentation. documents? Ouais, voilà, on avait parlé justement de préciser dans les devis, voilà, les petites notes, si on peut avoir des éclaircissements là-dessus Bien pour aider sûr. les entreprises. Voilà, parfait. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous. Bonne journée à vous. Belle fin de semaine. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.